Il y a certaines erreurs que l'on fait qui fait en sorte que l'ensemble de notre travail est un petit peu réduit à néant à cause de ces erreurs-là. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de te parler de ces erreurs-là, comment les corriger. Certaines, vous allez voir, sont extrêmement simples et d'autres, vous n'y avez peut-être pas pensé. Donc laissez-moi vous expliquer les différentes erreurs qui peuvent ruiner ton film. On va commencer avec quelque chose de très simple. Je trouve qu'il n'y a rien de plus amateur que de ne pas avoir la bonne balance des blancs. Attention, là je parle vraiment uniquement au tournage. Je ne parle pas forcément de la partie post-production au niveau de la colorisation, où là, tu vas pouvoir donner des teintes à tes lumières. Mais je trouve que c'est juste bête de ne pas prendre le temps de régler sa balance des blancs dans ta caméra. Ça te permet de partir d'un point qui est le plus fiable possible et d'avoir le plus de flexibilité. Si ta balance de blanc est trop bleue alors que tu veux quelque chose de plus jaune, bah tu vas devoir tirer beaucoup plus et donc tu vas avoir moins de flexibilité. Et pour avoir fait énormément de colos dans ma carrière, je vous garantis que oui, on peut aller rechercher une partie d'erreur. J'ai déjà fait des shots qui étaient extrêmement rouges, magenta, et les ramener à quelque chose d'à peu près correct. Mais ces shots-là auraient pu être bien meilleurs si la balance des blancs avait été réglée de base. Parce que si tu pars du milieu, bah fatalement tu peux aller aux deux extrêmes. Alors que si tu pars d'un extrême, c'est très dur de te rendre à l'autre. Tu vas beaucoup tirer sur tes fichiers, tu vas avoir beaucoup de pertes de qualité et des fois même, au final, tu n'arriveras pas à aller chercher cette teinte exacte que tu veux. Tu auras toujours l'impression qu'il y a ce petit restant de couleur lié à ton erreur que tu as fait dans ta caméra. La plupart du temps, je suis sur 5600 Kelvin, qui est mon premier pré-réglage. 5600 Kelvin, c'est la lumière du jour, c'est la lumière des éclairages vidéo en règle générale. Et ensuite, j'ai 3200 Kelvin, et le dernier, je le garde pour des néons. Là, souvent, j'ai une teinte qui est assez variable, dépendant de l'endroit auquel je tourne, mais c'est surtout que je retire beaucoup de teintes vertes, qui est très souvent associée avec de la lumière néon. Ça me permet le plus de flexibilité en post-production. Ça, je pense que c'est de loin la plus grosse erreur que vous ne pouvez pas faire. Avoir du mauvais son dans vos vidéos. Gardez en tête que l'on raconte des histoires à travers un film. Comment on raconte des histoires ? Par le biais de la transmission orale. En vidéo, tu peux avoir les meilleurs visuels que tu veux, si ton son est pourri, les gens vont pas avoir envie d'écouter. Alors que l'inverse, pour le coup, est tout à fait viable. Si tes visuels sont corrects, que la qualité est bonne, mais sans plus, mais que ton son permet de comprendre les gens, de comprendre l'atmosphère, d'être plongé au cœur de ton film, ben là ton film il devient intéressant. Et c'est pour ça que tu dois faire du son dans tes films la plus grande priorité. Personnellement, je pense qu'il y a 70% de ton film qui est du son et 30% qui est de l'image. Sachant que ce 30% là n'est qu'une justification pour le 70% au son. C'est-à-dire qu'une chose que moi j'aime bien faire, c'est prendre le temps d'écouter mes films mais sans l'image. C'est-à-dire que je n'écoute que mes entrevues, mon design sonore, mes choix musicaux. En écoutant ça, est-ce que ça rejoint ce que je veux transmettre comme émotion ? Ou est-ce que c'est les visuels qui me permettent de faire ça ? Si jamais c'est les visuels qui me permettent de faire ça, mis à part s'il y a des éléments graphiques importants, on a un gros problème. Parce que tout passe par le son, et j'insiste là-dessus, tout, mais vraiment tout, passe par le son, c'est extrêmement important. Alors surtout, ne le négligez pas. Ça, c'est une erreur que j'ai eu la chance de ne jamais faire parce que dans mon cursus scolaire, c'est déjà quelque chose qui avait été mis de l'avant. Et donc, naturellement, dès le départ, c'est quelque chose que j'ai fait et qui est rentré dans mon workflow de manière tout à fait naturelle. Faire des recherches, faire des préparations, faire des pré-entrevues avec ton sujet, bref, essayer de faire le plus de devoirs possible pour que quand tu arrives sur le tournage, tu sois prêt, mais à toute éventualité, que tu saches exactement ce que tu vas filmer, comment tu vas le filmer, comment ton sujet a vécu son histoire, est-ce que ton sujet est la bonne personne. Tous ces aspects-là qu'il va falloir que tu valides, c'est quelque chose qui va se sentir si tu ne l'as pas fait. Et je suis désolé de te le dire, mais c'est pas quelque chose que tu peux faire au talent. De ne pas faire ces recherches, de ne pas être préparé, c'est laisser la place à énormément de problèmes. Mais aussi et surtout, ça peut te créer quelque chose qui est un problème énorme, c'est-à-dire que tu vas
tout couvrir, tous les sujets possibles, sans forcément avoir de but précis. Et là, à ce moment-là, je te garantis que tu vas t'arracher les cheveux en montage. Pour ce qui est de ton sujet, de ne pas connaître leur histoire ou de ne pas connaître certains aspects très importants qui ont amené au fait que c'est cette personne-là que tu veux filmer, si tu ne sais pas tout ça en amont, comment tu peux poser la question? Et ça se trouve, à cause de ça, à cause de ce manque de préparation-là, tu vas passer à côté de ce que tu voulais raconter, tu vas passer à côté de ce que tu voulais absolument dire, ou même tu vas manquer la genèse de pourquoi ces personnes-là en sont arrivées là, et donc tu vas manquer la grosse partie importante de pourquoi ton film peut être intéressant. Tu vas manquer cette essence et ce cœur qui va faire de ton histoire une histoire cohérente et complète. En documentaire, tout se base sur les personnes que tu passes en entrevue, sur tes personnages principaux. Alors prends le temps de tisser un lien très solide avec eux. Pourquoi ce lien solide est important? Fatalement, si tu as un lien solide et que tu deviens un petit peu cet ami, la présence de la caméra va être beaucoup plus naturelle. La présence au final de quelque chose qui est en dehors de leurs habitudes, parce qu'il ne faut pas oublier que pour eux, un tournage, c'est quelque chose de complètement inhabituel, pour la plupart, alors que pour nous, c'est notre métier, c'est un peu, j'ai envie de dire, notre quotidien. Donc on est habitué, mais aussi, on est derrière la caméra, pas devant. Et je vous assure que, pour avoir fait les deux, c'est beaucoup plus stressant d'être devant que derrière. Donc en ayant tissé ce lien-là extrêmement important, tu viens te permettre d'avoir ton sujet beaucoup plus à l'aise devant la caméra, avec toi, ce qui fait qu'il va te raconter potentiellement beaucoup plus de son histoire, peut-être même des parties, j'ai envie de dire, plus intimes, plus personnelles, qui vont permettre à ton histoire d'avoir une réelle profondeur. Cette profondeur-là, elle est capitale à ton film, parce que si tu ne l'as pas, le film va juste paraître vide, et on aura juste l'impression de regarder une histoire comme une autre, et on ne sera en aucun cas happé ou accroché aux lèvres de ton sujet. Tu vas pouvoir faire évoluer ta vision en lien avec la vision de ton sujet qui, lui, a vécu toute cette histoire-là. Toi, tu n'as qu'une appréciation de son histoire. Elle l'a vécu pour de vrai. Donc s'il y a des points qui sont importants, cette personne-là va pouvoir te le dire. Alors que peut-être, toi, tu serais passé à côté parce qu'au final, ce n'est pas réellement ta vie. Oui, c'est une situation qui t'intéresse, mais tu ne l'as pas vécue, tu n'étais pas là. Donc fatalement, c'est facile de passer à côté de quelque chose qui a peut-être la plus grande importance au sein de son histoire. Dans beaucoup de films, je trouve qu'il n'y a aucun relief émotionnel. Ce relief émotionnel-là, c'est quand il y a des hauts et des bas dans les émotions. L'exemple que je peux vous donner, c'est quand j'ai fait Le Petit Tour de l'Est. C'est un film qui parle d'Antonin Losière qui a fait le tour de la Gaspésie, donc une boucle de 660 km, en courant en hiver. Le problème de ce film-là, c'est que tout s'est globalement bien passé. Il n'y a pas eu de gros drames, il n'y a pas eu de ceci, il n'y a pas eu de cela. Ce qui fait que quand j'ai fait ma première version du film, j'avais une histoire très linéaire. On n'avait pas de doute au final qu'il allait le faire ou non. Et le fait d'avoir déjà cette réponse-là, le film perdait de son essence. Ça perdait, si vous voulez, de son intérêt. Il n'y avait pas justement cette variation d'émotions où on se dit oh, « mais est-ce qu'il va le faire ?» Ça, si on ne l'a pas, fatalement, on a le don de s'ennuyer. Et c'est vraiment le grand retour que j'ai eu quand j'ai envoyé les premières versions du film. C'était vraiment « ouais, mais on le sait qu'il va réussir, ça n'a pas d'intérêt, je l'avais compris au bout de 10 minutes. » J'ai même rajouté des sessions de tournage pour justement venir ajouter le fait qu'il a un problème à la cheville, des choses comme ça qui vont permettre au final de créer un petit relief émotionnel. Depuis Le Petit Tour de l'Est, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'essaye de mettre l'emphase, le relief émotionnel, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on passe d'un film à une expérience. Pourquoi j'appelle ça une expérience? C'est que au-delà de juste regarder un film, tu es témoin d'un moment de vie, mais pendant que toi tu es témoin de ce moment de vie-là, de cette histoire-là, toi tu vis des choses en la regardant. Et le fait de vivre ces émotions-là fait que tu as l'impression d'être dans le film. Et ça, c'est juste énorme. Donc, par pitié, trouvez une manière de créer du relief émotionnel. Des fois, c'est peut-être juste de couper une phrase un petit peu plus tôt,
de faire durer un plan pour créer du doute, de laisser un design sonore beaucoup plus succinct, peut-être même à ce moment-là de ne pas mettre de musique, de laisser votre créativité parler pour que au sein de votre histoire, ce soit pas juste une ligne plate. Ce point-là, c'est un point auquel je suis vraiment coupable de ça. Des fois, je manque de variété dans mes images. Et oui, je dois être honnête, ça ruine la qualité de mes films. Mais pas de la manière que tu penses. C'est pas que, comme j'ai beaucoup de types de tels shots, mon histoire est moins intéressante. C'est que ça manque de dynamisme à certains moments. Et au-delà de l'aspect que ça nuit au dynamisme de mon histoire, ça nuit aussi à la qualité de mon film au final, parce que je vais pas aller chercher un angle inusité qui va me permettre de créer un intérêt chez le spectateur. Ou même moi, en tant que créatif, je vais pas essayer d'aller faire cette gymnastique-là qui va m'amener à trouver de nouveaux angles pour rendre la manière de filmer une scène différente de l'une de l'autre. C'est important pour moi de prendre le temps de trouver des solutions pour créer des plans qui sont dynamiques et variés. Mais aussi et surtout, des fois, il faut que j'aille chercher différentes valeurs de plans, des larges, des moyens, des serrés. Ces trois grandes familles de plans-là, elles ont des millions de manières d'être exprimées au sein d'un film. Il y a des millions et des millions de manières de cadrer un sujet et de couvrir une action. Il faut juste que je prenne le temps de travailler et d'avoir un réel processus créatif pour ne pas juste faire des images qui se ressemblent les unes des autres, mais essayer de vraiment prendre le temps de composer mon image, de réfléchir à comment on peut faire et d'amener cette nouvelle vision-là et d'amener au final mon film vers un tout autre niveau. Un film, ça a une mission. Ça a un objectif précis. Quelle est la mission de votre sujet? Est-ce que c'est de réaliser quelque chose? Est-ce que c'est de dénoncer quelque chose? Par pitié, prenez le temps de définir ça avant de commencer votre film. Oui, il y a certaines choses que vous allez pouvoir développer et même certaines choses qui vont s'écrire lors du tournage et parfois même lors du montage. Mais il faut que vous ayez une idée vers laquelle avancer. Pourquoi c'est extrêmement important? C'est parce que sinon, votre histoire part dans tous les sens. On parle de 100 000 sujets à la fois, mais on n'a pas l'impression d'avancer dans aucun. C'est extrêmement important de garder une ligne directrice précise. Quand je vous parle de faire des recherches, de regarder, de faire des pré-entrevues, parce que c'est au début, si vous vous rendez compte que c'est pas la bonne personne, qu'elle sera pas assez à l'aise devant la caméra, qu'au final elle a pas la disponibilité, parce que oui, faire un film, c'est chronophage autant pour la personne qui travaille à la technique que la personne qui est le personnage principal. Ça se peut qu'on parte sur un projet et qu'au final ce soit juste pas la bonne personne, puis c'est correct, il faut l'accepter et juste passer à autre chose. Parce que si vous forcez, si vous continuez, ça va pas forcément donner quelque chose de bon. Vous n'allez pas réussir à avoir le film comme vous le voulez. Vous n'allez pas réussir à travailler ensemble pour faire de ce rêve qu'est de faire un film une réalité. Un petit bonus, ce sera vraiment le dernier que j'ai à vous donner. C'est une fois que tout ça c'est fini, prenez le temps de faire une rétrospective. N'essayez pas de repartir tout de suite sur un autre sujet. Si vous avez le luxe d'avoir un petit temps de réflexion, prenez-le. Je vous jure que ça va être énorme. Moi, quelque chose que j'aime bien faire, c'est prendre le temps de regarder mon film, de noter les grandes erreurs, pas juste les petites erreurs du genre « Oh là, il y a un petit son que j'ai pas bien pris, oh il y a ceci ». De prendre les grandes erreurs. Par exemple, dans mes derniers films, je trouvais que c'était dommage de pas avoir de micro-cravate sur mon sujet. J'aurais pu avoir quelque chose de beaucoup mieux. Et comme je vous l'expliquais en début de vidéo, le son, c'est la clé. Mais aussi de prendre le temps de dire ce projet-là dans sa globalité, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a mal été? Est-ce que le choix du sujet était bon? Est-ce que votre manière de gérer des situations compliquées a été bonne? Cette rétrospective-là et cette honnêteté doit être sans lien émotionnel. Il faut pas que vous vous auto-flagellez par rapport à ça. Ça sert à rien de juste vous détruire et de vous trouver tous les problèmes du monde si vous n'essayez pas de juste réfléchir et vous dire « Ok, j'ai fait ces erreurs-là. » Elles sont arrivées, de toute façon maintenant il n'y a plus rien à faire, c'est fait, vous pouvez pas retourner dans le passé, mais il faut que vous fassiez en sorte que ces erreurs-là ne se reproduisent juste pas.
Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et à partager. Et sur ce, moi je vous dis faites de bonnes vidéos. Ciao tout le monde.